Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau numéro de Bref de classe avec Pierre Delnat qui était déjà venu nous présenter il y a quelque temps une leçon sur la métropolisation. Aujourd'hui, il vient voir avec nous le dernier thème de seconde qui est l'Afrique australe. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc, on va peut-être pas vous représenter, ou rapidement en tout cas, on va vous dire que vous êtes enseignant donc en lycée et en classe préparatoire en grande école en région parisienne et que vous avez dirigé le manuel de terminale de géographie pour le livre scolaire. Oui, tout à fait. Alors, dites-nous tout un petit peu pour ce dernier thème de l'année en seconde, que les collègues cette année, peut-être avec le contexte, auront du mal à finir en tout cas, mais s'ils veulent avoir des ressources, ils doivent écouter notre podcast, on dira. Et pour commencer, moi j'aurais aimé poser une question quand je regarde les programmes, à me dire qu'est-ce que c'est cette Afrique australe ? Alors effectivement, c'est une grande question, l'Afrique australe, on pense tout de suite à l'Afrique du Sud, et pourtant c'est bien plus large que ça. Alors, en fait, la délimitation géographique, elle se pose comme dans toute question de géographie régionale. Si on regarde un petit peu ce qui a été fait en géographie jusqu'à présent, Pierre Gourou disait en 1971 qu'il y avait l'Afrique australe et l'Afrique noire du Sud-Est. Donc, il différenciait finalement l'Afrique du Sud et une Afrique du Sud-Est, Malawi, Zambie, Rhodésie, qui est en fait l'actuel Zimbabwe et le Mozambique. Bon, alors ça c'est une première distinction. Jean-Pierre Raison, dans la géographie universelle, lui va évoquer une Afrique australe de 10 pays. Et c'est vrai qu'il va l'appeler l'Afrique des mines, donc on va y revenir, cette Afrique qui est celle des ressources minières. Et c'est vrai que c'est une distinction qu'on peut retenir, cette Afrique australe à 10 pays, c'est-à-dire, si on fait la liste, ce serait l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique, le Lesotho, le Swaziland et le Malawi. Alors, c'est vrai que c'est un ensemble qui est quand même assez hétéroclite et Philippe Gervais-Lamboni, qui est spécialiste aussi de la région, lui a parlé d'une Afrique australe qui était anglophone, qui exclut l'Afrique australe lusophone avec l'Angola et le Mozambique. Bon, cette question des langues, elle va revenir aussi. Ça pose en tout cas une question, c'est la question de la colonisation. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'Afrique australe, c'est une Afrique qui a été colonisée, c'est certain, et depuis longtemps, puisque depuis le début du XVIe siècle, elle est colonisée, en partie, bien sûr, par des comptoirs, avec les comptoirs portugais de Bartolomé Dias et de Vasco de Gama. Puis ensuite, on a eu des vagues de colonisation néerlandaises, britanniques et allemandes. Toutes ces colonisations, elles ont eu pour but, généralement, d'exploiter les richesses, notamment minières, de la région, mais aussi de profiter de la position stratégique qui est bien sûr entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que l'Afrique australe, donc de ces 10 États, ils sont inscrits dans la mondialisation, dans les premiers flux mondialisés. Si on revient à la géohistoire de la mondialisation de Christian Grattalou. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble très difficile de tenir l'idée d'une Afrique australe qui serait anglophone et puis une autre qui serait lusophone, mais c'est un ensemble. Si on regarde toutes les relations qu'il y a en ce moment, et par exemple entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, il y a des relations qui sont de plus en plus intenses. Et par conséquent, on peut se dire que c'est aujourd'hui 10 États, toute la partie sud en fait du continent africain.
Oui, donc si on vous suit très bien, hein, ce dernier chapitre d'histoire, c'est vraiment de l'histoire régionale et non pas de l'histoire d'un pays, ou en tout cas d'un pays avec les relations qu'il a à côté. On est l'idée, pour dire aux collègues, on ne doit pas faire la géographie de l'Afrique du Sud uniquement. Non, c'est pas possible et ça serait pas intéressant dans ce programme puisque c'est un programme qui traite de la notion de transition et je dirais aussi de mutation et de fait certes l'Afrique du Sud a connu d'importantes mutations ces derniers temps mais ce n'est pas du tout la seule et puis il faut voir aussi que si on est dans une démarche géographique mais qui s'inspire sur le temps long il faut voir que voilà ces transitions elles sont nombreuses dans ces pays qui ont connu en fait une décolonisation progressive et les relations entre les États elles se recomposent aujourd'hui donc évidemment non il faut envisager les 10 États même si de fait il est certain qu'on traitera parfois plus facilement de l'Afrique du Sud en raison de la documentation qui est plus riche et plus accessible. Et si on doit résumer un petit peu, avant de rentrer un peu plus dans les détails, l'ensemble de cet espace, est-ce qu'il y a des idées, on va dire, des thèmes communs vraiment que vous allez nous évoquer un peu plus loin? Alors, moi, je dirais que c'est vrai que le programme les évoque en lui-même, mais c'est vrai qu'il y a, à mon avis, des thèmes un peu particuliers qui sont tout d'abord l'intégration différenciée à la mondialisation. On sait que l'Afrique du Sud est considérée comme un émergent, donc on va revenir sur cette question de l'émergence de l'Afrique du Sud qui peut être discutable, mais donc ça c'est certainement un élément important. L'Afrique du Sud est un des poids lourds de l'Afrique, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est bien sûr les inégalités à toutes les échelles, avec une ségrégation qui est historique. Et en cela, c'est bien sûr un cas un peu particulier en géographie, puisque la ségrégation, elle est bien sûr présente partout, mais là, elle est très importante et elle est liée à des raisons historiques. Et puis, bien sûr, on va pouvoir aussi voir la question des milieux, faut jamais oublier la géographie physique, qui ici est très intéressante parce que elle conditionne en grande partie encore l'économie et le dynamisme économique de la région. Donc, j'aimerais justement qu'on commence un petit peu par une approche des milieux. J'aurais aimé justement voir quels sont. Est-ce qu'on a un milieu unique ou au contraire, est-ce qu'on a des milieux variés dans cette Afrique australe? Alors oui, une région aussi grande a forcément des milieux variés. Alors il y a quand même des traits communs. Ce qu'il faut voir, c'est ce sont surtout des milieux arides, voire désertiques. On est sur des climats essentiellement tropicaux. Majoritairement, il y a le climat méditerranéen au niveau du sud de l'Afrique du Sud, au Cap, qui est certes un peu une exception. Mais sinon, donc, un climat tropical qui va avoir des variations en fonction de si on est à l'ouest ou à l'est. Et le paysage stéréotypique finalement de cette région, c'est celui du veld. Alors le mot veld, il est intéressant parce que c'est un mot en afrikaans, qui donc la langue des colons néerlandais d'Afrique du Sud, qui veut dire champ. En anglais, on parle de bush. Et donc c'est vrai que ce sont des vastes paysages qui sont en fait des champs avec des herbes rases ou des petits arbustes, tout est relativement sec, et donc ce sont des champs qui sont bien sûr utilisés pour l'agriculture. Alors c'est la partie vraiment le paysage le plus typique, mais toutefois un paysage aussi typique et intéressant, c'est bien sûr la question des montagnes. On est sur une Afrique des plateaux ici qui sont plus ou moins hauts, avec notamment une chaîne de montagnes un peu emblématique qui est celle du Drakensberg, qui est à l'est de l'Afrique du Sud, et au Lesotho, qui culmine quand même à plus de 3000 mètres. Donc on a des plateaux qui sont étagés et avec une mise en valeur différenciée aussi bien sûr pour l'agriculture, mais dans tous les cas on n'a pas qu'un seul milieu, on a des montagnes, des plateaux et puis des climats qui varient un petit peu, ce qui bien sûr influence l'agriculture. Alors on reviendra peut-être tout à l'heure sur cette question des langues, parce que vous l'avez évoqué en introduction, vous avez parlé entre les lusophones et les anglophones. Il ne faut pas oublier non plus qu'une partie, même si elle est aujourd'hui minime, mais elle a longtemps dominé par l'afrikaans encore, et c'est vrai qu'on sera l'occasion de faire un petit peu de géohistoire ou de géographie culturelle, notamment au niveau peut-être de, si on étudie quand on sera à l'échelle de la ville, voir comment une ville peut être organisée en Afrique du Sud, mais je pense
penser aussi, pourquoi pas, aller trouver un exemple au Zimbabwe, l'ex-Rhodésie, hein, où l'apartheid, on en reparlera aussi, sûrement était aussi importante. Alors j'aurais aimé qu'on continue sur ce côté-là, Pierre, et que vous nous disiez un petit peu, justement, vous avez dit c'est l'Afrique des mines. Alors parlez un petit peu des ressources. Alors, bon, on a des ressources qui sont extrêmement importantes, hein, qui sont exploitées depuis l'époque coloniale. Alors, si on regarde, hein, par exemple, on a beaucoup d'or. 36% de la production mondiale d'or vient d'Afrique australe. On a aussi des diamants, notamment en Afrique du Sud et au Botswana. Au Zimbabwe aussi un petit peu, du pétrole en Angola, et puis aussi on en a trouvé récemment sous forme offshore au Mozambique. Donc voilà, des ressources qui sont nombreuses et qui sont aussi extrêmement disputées. Alors si on revient sur ces conflits, par exemple, on peut noter que la guerre des Boers, qui est cette guerre fameuse entre les Britanniques et les Afrikaners, donc les colons britanniques et les colons néerlandais, et bien cette guerre des Boers, donc qui a eu lieu au début du XXe siècle, peut être interprétée comme un conflit lié à l'appropriation des ressources, puisqu'en fait les Britanniques lors de cette guerre ont voulu s'emparer d'un territoire précis qui s'appelle le Witwatersrand, qui est en fait la région de Johannesburg, et Johannesburg a été une ville qui a été créée en 1886, sur une mine d'or. Et donc en fait, c'est une région qui est riche, très riche en or et aussi en diamants. Et donc voilà, c'était un des conflits un peu emblématiques de cet accaparement des ressources. Aujourd'hui, les conflits ils sont plus interétatiques, mais ils sont en revanche entre les grandes sociétés minières internationales, hein, qui cherchent à s'accaparer les ressources. Et notamment, on peut noter l'arrivée des Chinois depuis le début des années 2000 qui investissent massivement en Afrique du Sud, mais aussi beaucoup au Zimbabwe récemment. Donc voilà pour ces ressources. Après, c'est aussi une forme évidemment de fragilité, hein, pour une région qui donc est appelée l'Afrique des mines, donc qui exporte énormément de ressources minières. Mais en revanche, en fonction des fluctuations des cours du prix des matières premières, on peut avoir des récessions, ou en tout cas des formes de récession dans certains pays, hein, et là c'est là qu'on voit que une économie extravertie est extrêmement vulnérable en fonction des fluctuations du marché. Alors j'aurais aimé justement que vous évoquiez aussi autre chose. Vous avez parlé du milieu, de l'aridité, et parlé justement d'une autre ressource qui peut générer aussi des conflits, c'est l'eau. Oui, tout à fait. Alors, l'eau est une ressource qui est extrêmement disputée, hein, dans cette région qui en manque. Alors bon, il y a trois grands fleuves qui irriguent l'Afrique australe et qui servent donc l'approvisionnement en eau potable, mais aussi à la production hydroélectrique. Alors, ces trois fleuves, ce sont la Zambèze, l'Okavango et le Limpopo. Ils sont donc très exploités, peut-être trop d'ailleurs, et le problème c'est que Johannesburg fait face régulièrement à une pénurie d'eau. Elle doit s'approvisionner au Lesotho. Alors le Lesotho, c'est souvent appelé le château d'eau de l'Afrique du Sud parce que il y a des précipitations plus régulières grâce au relief. On est à des altitudes moyennes de 2000 mètres. Et donc c'est un vrai problème, hein, ce partage des eaux. Ça a été étudié par un géographe, David Blanchon, qui montre en fait que à la fin de l'apartheid, l'État sud-africain a dû procéder à un nouveau partage de l'eau, alors qu'en fait à l'origine cette ressource en eau elle était exploitée pour et par les populations blanches, hein, qui notamment s'en servaient pour l'agriculture, et donc là en fait c'est en Afrique du Sud, mais c'est valable aussi, hein, dans des pays qui ont connu l'apartheid comme le Zimbabwe ou la Namibie, et donc il a vraiment fallu à la fin, hein, de ces régimes ségrégationnistes, il a fallu trouver des solutions, et par exemple l'Afrique du Sud a mis en place le Water Act en 1998 qui en fait nationalise la ressource en eau, hein, pour mieux la contrôler,
mais voilà, malgré tout, le problème le problème de l'approvisionnement en eau reste très important, très préoccupant. Et par exemple, en 2020, de nos jours, on a toujours des problèmes d'approvisionnement d'eau à Johannesburg ou au Cap, ou même encore à Durban, ou donc dans ces grandes métropoles sud-africaines où on a une grosse demande, mais aussi un manque cruel de cette ressource en eau. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez l'idée qu'il y avait aujourd'hui une concurrence sur la mise en valeur un petit peu de ces espaces-là, alors qui n'était plus trop en tout cas une concurrence interétatique, mais plutôt au niveau des différentes compagnies. Alors justement, j'aurais aimé que vous y reveniez en évoquant peut-être quelle est la part des compagnies locales, voire peut-être régionales dans cette exploitation, et puis des compagnies étrangères, voire des FTN par exemple. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant à noter, c'est que bien sûr pendant toute l'époque coloniale, c'était des sociétés qui émanaient des métropoles, donc qui dirigeaient et qui exploitaient ces ressources, donc notamment des firmes britanniques qui étaient à la manœuvre. Lors de la décolonisation, ce sont plutôt des entreprises sud-africaines qui se sont emparées de la manne des mines, donc notamment des 3 grandes sociétés sud-africaines que sont Goldfields, Sibanye-Stillwater et Anglo Gold Ashanti, donc qui sont en fait des gros consortiums qui donc exploitent les mines tant en Afrique du Sud que dans les pays d'Afrique australe, c'est-à-dire que le géant sud-africain s'est emparé aussi des mines dans la région. Alors on trouve encore quelques groupes étrangers, il y a notamment des groupes canadiens qui exploitent l'or en Afrique du Sud, mais aussi donc récemment des groupes chinois qui tentent d'investir notamment au Zimbabwe où il y a encore des mines qui sont peu exploitées. Et puis le pétrole en Angola aussi suscite pas mal d'intérêt. Et là, on peut voir la présence d'une FTN bien connue chez nous, puisque le français Total exploite à peu près un tiers des puits de pétrole angolais. Donc là, on voit bien aussi le jeu de la mondialisation à ce niveau-là et des FTN qui cherchent à être présentes en Afrique australe pour exploiter ces ressources. Et dans le secteur agricole, Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui justement sur l'économie locale, en tout cas, dans l'agriculture ? Alors, le secteur agricole, c'est vrai que il est intéressant parce que je dirais qu'il est en quelque sorte un peu dual. C'est-à-dire que on va avoir à la fois une Afrique australe qui est marquée par des grandes propriétés foncières, en fait, qui sont héritées de la colonisation. Qui sont qui étaient gérées par des colons. Alors aujourd'hui, elles ne sont bien sûr plus gérées par des colons, quoique par des blancs encore dans certaines régions. Alors par exemple, en Afrique du Sud, on avait le sud du pays a été largement exploité, il est toujours exploité pour les grandes cultures. On peut même penser à la viticulture qui est présente en Afrique du Sud et en fait qui est née des Huguenots qui sont donc venus de France au XVIIe siècle. Cette agriculture, elle profite du climat méditerranéen, donc un climat un peu moins sec. Mais plus au nord, si on regarde, on a encore, par exemple au Mozambique, des cultures tropicales qui étaient mises en valeur par les Portugais, qui aujourd'hui sont en fait peu mises en valeur parce que elles n'ont pas été modernisées, c'est-à-dire qu'en fait en Afrique australe on n'a pas eu de révolution verte et donc par conséquent on a des moyens de production qui sont qui sont relativement peu productifs et puis si on regarde c'est la même chose au Zimbabwe par exemple où même s'il y a des terres fertiles, les moyens de production et les outils ne sont pas adaptés pour gérer une production régulière. Et là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec une agriculture qui fait face à des difficultés qui seraient un peu structurelles, en fait, à des difficultés du milieu, avec cette aridité il y a régulièrement des vagues de sécheresse très importantes. Et donc, bien là, le souci, c'est que dans certaines régions, on se retrouve avec une production qui est très faible certaines années à cause de cette sécheresse. Et là, se pose parfois même la question de la sécurité alimentaire, parce que certaines régions font face à une pénurie alimentaire, alors qui est quand même régulièrement contrebalancée par le géant sud-africain qui produit quand même énormément de denrées alimentaires et qui peut souvent
se permettre d'exporter vers ses voisins pour leur venir en aide. Mais enfin, toutefois, voilà, une agriculture qui en fait est entre la grande production, donc l'agriculture vraiment très productive et puis intensive, et puis de l'autre une agriculture qui est encore une agriculture de subsistance, notamment dans les pays voilà, les moins développés, que ce sont le Mozambique, le Swaziland, même le Malawi. Alors oui, effectivement, hein, votre réflexion me fait tout de suite penser à l'idée, alors je pense au Zimbabwe notamment, mais aussi à certaines régions de l'Afrique du Sud, où dans le domaine agricole, on avait souvent une domination des grands farmers blancs qui exploitaient des grands domaines. Alors on le voit aussi à travers alors, un petit peu de culture rugbystique, on va dire, où effectivement il y avait l'idée que l'essentiel de l'équipe d'Afrique du Sud, mais aussi du Zimbabwe, était composé de blancs et que la plupart d'entre eux étaient plutôt des ruraux qui jouaient au rugby, on va dire, et amenaient là une certaine tradition. Et ça se retrouvait. Alors j'avais une question justement à vous poser sur ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous parlez des grands groupes sud-africains, on a toujours cette idée que les grands groupes sud-africains sont plutôt sous domination, on va dire, d'une certaine élite blanche, ou est-ce que ça évolue? Je sais qu'on y reviendra après hein, sur l'apartheid, mais déjà est-ce qu'on a ça? Parce que longtemps, par exemple, la recherche de l'or ou des diamants était plutôt accaparé, on va dire, en tout cas dans la direction par les Blancs. Alors c'est vrai que ça c'est bon, ça reste. Hein. Bien sûr, il y a des permanences parce que les blancs sont restés pour la plupart dans la région malgré la décolonisation et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc des blancs bien sûr contrôlent encore la plupart de l'appareil productif, mais toutefois on a quand même de plus en plus l'émergence d'une élite noire qui donc dispose aussi de certains moyens de production. Alors rarement dans le domaine agricole, mais plus dans le domaine des services. Et là, en fait, on a quand même des grands groupes qui se forment et qui sont gérés par une élite noire. Dans le domaine agricole, non, quand même, c'est plutôt une élite blanche qui reste à la manœuvre. Et si on prend l'exemple du Zimbabwe, ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 2000, on a une redistribution des terres. Hein. Donc les terres sont redistribuées des blancs vers les noirs. Et en fait, ce qui est triste à voir, c'est que on distribue les terres, certes, mais on ne distribue absolument pas les connaissances et la façon dont on pouvait les exploiter ces terres. Et donc ces populations noires se retrouvent dans des situations où ils n'arrivent pas à exploiter, les agriculteurs noirs n'arrivent pas à exploiter comme le faisaient les blancs parce qu'ils n'ont pas les outils à disposition, n'ont pas forcément les connaissances en termes d'irrigation, etc. Et donc, en fin de compte, c'est assez dramatique au Zimbabwe la situation actuelle en termes agricoles. Donc voilà, une domination quand même blanche qui reste importante. Bon, et a fortiori en Afrique du Sud, bien sûr, puisque l'Afrique du Sud est quand même plus blanche que les autres pays de l'Afrique australe. Alors, j'aimerais maintenant qu'on rentre dans un thème important hein, de ce chapitre-là, c'est la mondialisation et donc bien sûr l'intégration de cette partie australe de l'Afrique à la mondialisation. Alors, qu'est-ce qu'il en est, Pierre Denot? Alors, c'est une intégration à la mondialisation qui est je dirais différenciée, qui est inégale en fait. Alors, je l'ai dit, hein, en fait, on peut revenir sur les origines de l'intégration à la mondialisation de l'Afrique australe et on peut se dire que c'est dès la première mondialisation, on a déjà des flux qui irriguent l'Afrique australe. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que on a quand même une région qui est de plus en plus présente dans les flux mondiaux, avec un peu la figure emblématique de Johannesburg, qui est la métropole mondiale, la seule qui peut être considérée comme telle en Afrique. Donc là, c'est certain. Un fait urbain aussi qui donc se développe, une très forte croissance démographique dans certaines villes comme Harare, au Zimbabwe ou Maputo, au Mozambique. Donc des villes qui sont somme toute modestes, hein, puisque on a 1,6 million d'habitants à Harare et puis 2,7 millions d'habitants à Maputo, donc qui sont relativement petites. Johannesburg en faisant un peu moins de 5 millions, 4,5 millions à peu près si on prend la grande région de Johannesburg. Mais en tout cas, ce qui est vrai que il est intéressant de voir cette urbanisation progressive de l'Afrique australe et même la métropolisation dans certains cas, qui vraiment qui traduit un petit peu cette intégration à la mondialisation à l'échelle locale. Et c'est vrai que on a
malgré tout, donc ça c'est cette Afrique des villes, cette Afrique australe des villes, donc qui serait un peu emblématique, vitrine de la mondialisation. Puis de l'autre côté, eh bien des pays qui seraient encore un peu à l'écart. Et on peut, si on se réfère au taux d'urbanisation, c'est assez intéressant de les comparer. L'Afrique du Sud, c'est plus de 60% de taux d'urbanisation, alors que le Malawi, c'est moins de 20%, et le Lesotho et le Swaziland, c'est moins de 30%. Donc là, on a bien des grandes différences. Donc là, c'est quand même très net qu'on a des espaces qui sont à l'échelle régionale, on a des pays qui sont plus intégrés que d'autres. Et puis après, on peut regarder effectivement des points précis, aussi des éléments qui montrent l'intégration à la mondialisation. Par exemple, les interfaces portuaires. Alors, il y en a assez peu en Afrique australe. Il y a le port de Durban qui est donc sur l'océan Indien en Afrique du Sud, qui est probablement le plus emblématique. Deux autres ports en Afrique du Sud qui sont bien sûr le Cap et puis Port Elizabeth, qui sont importants mais pas énormes. Donc là, ça c'est vrai que c'est un marqueur de l'émergence clairement de l'Afrique du Sud. Et puis sinon, après on observe aussi un petit peu comme en Asie d'ailleurs des corridors de développement. Par exemple, un corridor de développement entre Johannesburg et Maputo, où là en fait l'idée c'est de permettre un accès à la mer pour Johannesburg qui soit plus facile et plus proche. Maputo est beaucoup plus proche que Durban, et donc là Maputo, donc au Mozambique, a une carte à jouer, hein, et le développement portuaire il est probablement très important pour permettre aussi une meilleure intégration du Mozambique à la mondialisation, sachant que le Mozambique est quand même encore très à part, hein, c'est un des pays les plus pauvres au monde, si on prend le classement par IDH, c'est le 3e pays le moins développé au monde. Donc voilà, là aussi des espaces qui vont être plus intégrés que d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a quand même aussi une vraie différence entre espaces urbains et espaces ruraux, et que les espaces urbains sont de plus en plus intégrés à la mondialisation, alors que les espaces ruraux sont quand même encore, malgré tout, pas mal exclus. Alors justement, maintenant, j'aimerais que par rapport à cette mondialisation, on rentre dans le jeu des acteurs un petit peu en évoquant, hein, je pense qu'on ne peut pas dans ce chapitre passer à côté en Afrique du Sud, expliquer ce qu'a été l'apartheid jusqu'en 1994, expliquer le rôle d'un personnage qu'en général les élèves au lycée connaissent, hein, Nelson Mandela, ils l'ont peut-être entendu parler en anglais ou en civilisation britannique, pourquoi pas, et puis justement évoquer aussi ce que vous avez commencé à dire dans les pays frontaliers, avec le président Mugabe par exemple au Zimbabwe, ainsi de suite. Voilà, alors, parlez-nous un petit peu de ces acteurs. Alors bon, l'Afrique du Sud évidemment c'est un cas un peu spécial, hein, puisque il y a eu ce régime d'apartheid entre 1948 et 1994. L'Afrique du Sud était donc dirigée jusqu'en 1994 par des chefs afrikaners, donc descendants des colons néerlandais, qui donc ont mis en place cette politique ségrégationniste avec d'un côté des noirs et de l'autre côté les blancs, sachant que donc les noirs devaient se cantonner dans les espaces ruraux, dans ce qu'on appelait les Bantoustans, donc qui étaient en fait des régions pour les noirs, hein, que les Britanniques ont appelé parfois homeland, donc vraiment juste les espaces dédiés entre guillemets aux natifs, aux populations autochtones, et puis de l'autre des espaces donc pour les blancs, et notamment les centres-villes qui étaient réservés aux blancs. Alors le fait est qu'il y a bien sûr eu ce changement et cette transition majeure qui a été l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela. Nelson Mandela donc a cherché à changer tout ça. Alors Nelson Mandela était quand même face à différents problèmes. Il fallait bien sûr réparer les inégalités, mais aussi développer le pays, en plus profiter un petit peu de cet élan d'espoir qu'il y a eu avec son arrivée au pouvoir. Alors cette question de l'espoir, elle est majeure en Afrique du Sud, et malheureusement on y reviendra après, je pense. Il y a une partie des espoirs qui ont été déçus, mais enfin en tout cas Nelson Mandela a quand même privilégié une politique plutôt libérale, et puis ses successeurs également, hein, donc une politique plutôt d'intégration à la mondialisation, et de renforcement de la place de l'Afrique du Sud dans la mondialisation, mais aussi une politique de correction des inégalités, avec donc des mesures qui ont été prises à la fois pour reloger les populations noires, donc leur permettre d'accéder à un logement plus convenable, et puis aussi des politiques qui ont été mises en place à l'intérieur du pays, notamment pour favoriser l'emploi des populations noires, ce qui n'était bien sûr pas le cas avant, hein. Les populations blanches étaient privilégiées pour
tout emploi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a une politique qui donc est favorable aux Noirs, et s'il y a deux personnes qui candidatent pour un même poste, un Noir, un Blanc, c'est le Noir qui sera privilégié. La loi y oblige. Alors après, ça pose aussi ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup pas mal de populations, notamment afrikaners, est déclassée aujourd'hui. En fait, certains connaissent une sorte de crise, et n'ont plus forcément accès à l'emploi, ce qui rebat un petit peu les cartes. Malgré tout, on reste en Afrique du Sud avec une politique qui certes n'est plus favorable aux Blancs, mais qui malgré tout n'est pas défavorable aux Blancs, puisque politique libérale favorise le capital, et le capital, il est détenu par les Blancs. Par conséquent, ils sont quand même privilégiés. Alors, est-ce que, Pierre, on peut dire aujourd'hui ce qu'avait voulu Desmond Tutu dans ces années 90, que l'Afrique du Sud est devenue une nation arc-en-ciel? Alors, vous parliez d'espoir, je pense que c'est vrai que c'est un terme important. On le voit, le film, il y a des choses à dire. Dans le film Invictus, par exemple, qui traite de la Coupe du Monde 95, remportée par une équipe sud-africaine où il n'y avait qu'un seul joueur noir, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les champions du monde sud-africains aujourd'hui, le capitaine, par exemple, est noir. Donc il y a eu une évolution. Est-ce que c'est véritablement une nation arc-en-ciel? Alors non, c'est une nation arc-en-ciel. En fait, moi je dirais que non quand même globalement, parce que la réalité fait que les populations ne sont pas mélangées comme elles devraient l'être, qu'il y a encore beaucoup d'entre-soi, et là on peut le voir dans les villes, notamment avec Johannesburg, qui est par exemple le centre-ville de Johannesburg, ce centre-ville ancien, non, mais en tout cas moderne, des années 70, bande de CBD, qui était réservé aux Blancs pendant l'apartheid, a été, depuis les années 90, réellement africanisé, si on reprend les termes de Philippe Gervais-Lamboni, et donc on a aujourd'hui un centre qui est donc plutôt fréquenté par des Noirs, et les Blancs le fuient, les Blancs n'y habitent plus, on fuit vers les banlieues nord, et en fait on recrée un nouveau centre d'affaires, le centre d'affaires de Sandton, qui est au nord de la ville de Johannesburg, donc là encore, plutôt pour rester en... Il y a bien sûr des Noirs qui fréquentent cet espace, mais malgré tout, voilà, c'est plutôt c'est plutôt les Blancs qui fréquentent. Et donc là on a vraiment une espèce de... Quand même, malgré tout, la ségrégation reste là et on ne se mélange pas. Soweto restait noir, les banlieues nord de Johannesburg, qui étaient blanches auparavant, pendant l'apartheid, sont restées blanches. Donc on a quand même en fait des espoirs déçus avec une population noire qui reste quand même marquée par la pauvreté. 40% de la population sud-africaine vit en dessous du seuil de pauvreté. Et cette population, cette population concernée, elle est quasiment exclusivement noire. Oui, donc, il y a toujours une ségrégation socio-spatiale qui est très visible dans ce pays. Très clairement, mais je dirais en fait elle est visible dans l'ensemble de l'Afrique australe toujours, c'est-à-dire que on a quand même dans tous les pays où les Blancs sont restés encore une forte domination des Blancs et un entre-soi des Blancs qui ne se mélangent pas ou se mélangent très peu aux Noirs, et s'ils se mélangent aux Noirs, c'est juste en fait avec une population noire qui est une forme d'élite, parce qu'il y a bien sûr des élites noires aujourd'hui, une classe moyenne noire qui a émergé et qui donc bien sûr fréquente les Blancs, mais c'est-à-dire ne représente pas du tout ce qu'est la majorité de la population sud-africaine noire. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, rapidement, quand on parlait d'agriculture, l'exemple du Zimbabwe. Est-ce que vous pourriez revenir, parce que c'est un exemple assez particulier d'une ancienne colonie dominée véritablement par les Blancs, rien que le nom de l'époque, Rhodésie, rappelait celui de Cecil Rhodes, donc, qui était celui qui avait donné le nom au pays, et puis qui, là j'allais dire, par décision étatique, a décidé tout d'un coup de priver les Blancs d'une partie de leurs terres pour les donner aux Noirs. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce système a fonctionné? Alors, c'est vrai que le président Mugabe a décidé... alors, ce qui est très particulier au Zimbabwe, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au tout départ, quand il a été indépendant, c'était plutôt un pays qui était dynamique, qui avait un bon temps de croissance, et vraiment, ça représentait un petit peu les espoirs de l'Afrique australe. Le Zimbabwe, on pensait qu'il allait être un peu l'exemple à suivre. Le président Mugabe, au départ... à la tête d'un régime démocratique, et dans les années 2000, il y a eu clairement un revirement de situation avec donc une décision
très particulière qui a été donc de redistribuer les terres agricoles aux fermiers noirs, donc ces terres agricoles qui étaient possédées par les blancs, ce qui a donc vraiment tout changé, puisqu'on pensait que c'était une façon de recréer, de supprimer ces inégalités. En fait, ça n'a fait que les renforcer, puisque les populations noires à la tête, qui se sont retrouvées à la tête des terres agricoles fertiles, eh bien, n'ont pas été capables de mettre n'ont pas eu, en fait, pas été capables, en tout cas, n'ont pas eu les moyens pour mettre en valeur ces territoires. Et donc là, on a vraiment c'est là qu'on voit que les choix politiques peuvent être malheureusement extrêmement catastrophiques pour une région, et que sortir des inégalités, c'est pas quelque chose d'évident du tout. Et c'est clair que on a vraiment la politique de Mugabe montre bien un vrai souci. Alors certes, c'était vraiment une volonté à l'origine de sortir de cette espèce de colonialisme qui existait, mais malgré tout, ça n'a fait qu'entraîner aussi un climat de violence dans ce pays, et malheureusement, la monnaie a été très très dévaluée. Le dollar zimbabwéen a dû être abandonné tellement la monnaie était dévaluée, et le FMI a dû intervenir pour venir en aide à ce pays qui était en forte difficulté. Et ça, ces difficultés, elles sont récentes, elles sont récentes. En tout cas, le FMI a commencé à intervenir qu'en 2009. Donc c'est là qu'on voit que les modèles politiques qui sont actuellement en cours, et les transitions, elles sont en cours, mais dans un sens positif comme dans un sens négatif. Alors, je pensais aussi à un autre pays qui a connu un modèle de développement particulier, c'est le Mozambique, avec une politique, après la décolonisation, de collectivisation des terres. Oui, alors le Mozambique a connu quelque chose d'un peu particulier. Bon, la colonisation est arrivée en 1974 avec la révolution des œillets au Portugal. Une décolonisation extrêmement tardive, beaucoup plus tardive bien sûr que les voisins. Il faut voir que le Mozambique était quand même peu mis en valeur par les Portugais finalement déjà à l'époque, et c'était juste une économie relativement, une économie de plantation en fait, qui était développée, et de culture de café notamment. Et donc il y a eu une politique de collectivisation des terres à l'indépendance 74 jusque dans les années 90. Donc un modèle marxiste-léniniste qui est venu, qui a été mis en place. Et ça a conduit, en fait, d'abord ça a isolé le Mozambique du reste de l'Afrique australe, parce que c'était le seul avec l'Angola avait plus ou moins pris ce modèle, puis enfin ça a encore moins bien marché. Mais en tout cas, le Mozambique a été vraiment fait figure d'exception, et ça n'a pas du tout fonctionné. Les moyens de production n'ont pas été modernisés, et les agriculteurs se sont retrouvés dans des situations extrêmement difficiles, on a eu des situations de famine, etc. Donc là aussi un modèle politique qui n'a pas fonctionné. Mais là, en revanche, qui était lié à l'indépendance et à une phase de transition qui a été difficile dans un État qui n'avait aucune structure. Le Zimbabwe avait des structures qui avaient été mises en place par les Britanniques, qui est quand même un point important à quand même avoir en tête. C'est pas du tout les mêmes façons les mêmes formes de colonisation. Alors justement, l'autre colonie portugaise, l'Angola, a eu aussi une décolonisation difficile, avec des années de guerre longtemps après la décolonisation. Oui, tout à fait. C'est des décennies de guerre, en fait, de guerre civile qui ont eu lieu en Angola. Pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir en Angola, c'est que en fait, c'est qu'à partir des années 2000 que le climat a été un climat de paix a été rétabli, et c'est à partir de là qu'il y a eu une très très forte croissance de l'Angola, que en lien avec les ressources pétrolières, ces ressources pétrolières qui sont très importantes en Angola, et donc à partir des années 2000, les puits de pétrole ont commencé à être vraiment exploités, et on a eu une très très forte croissance au début des années 2000. Le problème, c'est que l'Angola fait face aussi aux fluctuations des prix du baril, et donc ça n'empêche pas des formes de crise régulière en fonction des prix du baril, et je pense que malheureusement la période actuelle ne va faire que va probablement amener une crise en Angola à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Angola a rejoint l'OPEP en 2016 de mémoire pour justement, ce qui montre bien que
son économie est quand même fortement tournée vers l'exploitation du pétrole, ce qui permet à l'Angola d'être, je crois, le 6e pays avec le plus fort PIB en Afrique. Donc c'était quand même plutôt une belle réussite quand on regarde où ils en étaient au début des années 2000. Alors peut-être deux petits exemples pour terminer sur ce jeu des acteurs, avec deux petits pays, on va dire, qui ont eu des politiques un petit peu particulières, c'est le Botswana et la Namibie, pardon. Oui, alors le Botswana, donc également colonie britannique, a été un petit peu à part. En fait, le Botswana est intéressant parce que c'est quand même un modèle politique plutôt démocratique qui fonctionne globalement, ce qui n'empêche pas des formes de corruption, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le Botswana a investi fortement sur ses ressources minières, et notamment ses ressources en diamants, qui sont très importantes, qui sont exploitées que depuis la fin des années 60. Donc c'est plutôt des ressources qui sont encore présentes et en grand nombre. Et on a une politique volontariste de l'État qui permet l'aide au développement. Donc l'État en fait investit pour aider les entreprises. Donc c'est vrai que ça permet au secteur minier notamment d'être relativement dynamique au Botswana. Mais malgré tout, encore une économie extravertie, donc qui fait face à des difficultés. La Namibie, quant à elle, est un peu dans le même cas, donc un modèle de développement extraverti. La Namibie est un peu à part puisqu'elle a été colonisée par les Allemands au 19e siècle, mise sous tutelle de la SDN à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais là encore, on exploite les mines donc on fait appel. La Namibie fait quand même appel beaucoup à des investisseurs étrangers, notamment vraiment les investisseurs étrangers les plus présents en Namibie, ce sont les Sud-Africains qui se sont un petit peu accaparés toutes les ressources en Namibie. Voilà pour ces deux pays qui sont un petit peu à part, beaucoup moins peuplés aussi, donc qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux. Pierre Demnat, est-ce que maintenant on pourrait évoquer une notion importante dans la géographie de l'Afrique australe, c'est la notion de l'émergence? Oui, alors l'émergence évidemment est une dynamique qui touche l'Afrique australe, pas que l'Afrique du Sud, bien que souvent on réduit à l'Afrique du Sud. Alors l'émergence, c'est quoi? Juste rapidement, je rappelle, c'est un processus d'intégration extrêmement rapide d'une économie à la mondialisation, qui passe bien sûr par une croissance économique forte, mais aussi par un développement important qui fait apparaître une classe moyenne notamment, et puis des indicateurs sociaux qui s'améliore. Alors, c'est vrai que je disais, l'Afrique du Sud, c'est souvent le pays émergent, puisqu'il fait partie de ces fameux BRICS. Alors, je rappelle que en fait, au départ, les BRICS, il n'y avait pas de S. C'était en 2001 quand ce groupe a été créé. L'Afrique du Sud ne figurait pas parmi ces pays émergents. Et puis, la Chine a invité l'Afrique du Sud en 2011 à rejoindre ce groupe. Et donc, on a rajouté le S pour South Africa. Et donc, l'Afrique du Sud, cette intégration en 2011, ça montre bien aussi tout le parcours qu'elle a fait, tout le parcours depuis la fin de l'apartheid, depuis 1994. Mais toutefois, il y a certes eu un développement extrêmement rapide en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, la question, c'est de se dire, est-ce que l'Afrique du Sud est encore émergente? Et là, ça c'est un point important, puisque si on regarde depuis la crise de 2008, la croissance du pays est relativement faible. Pour ne pas dire, il y a même parfois une récession. En 2009, il y a eu une récession. Aujourd'hui, en 2019, c'est la même chose. La croissance économique de l'Afrique du Sud en 2019, c'est 0,2%. Donc, et en plus avec des phases de très forte récession, puisque par exemple au premier trimestre, on a connu une croissance négative de 3,2%, ce qui est quand même assez important. Et donc les experts actuellement considèrent que l'Afrique du Sud est de nouveau dans une période de récession. Et donc en fait la troisième récession depuis la fin de l'apartheid. Donc ce qui montre bien aussi que c'est une émergence qui n'est pas on va dire aussi solide que bien sûr la Chine ou l'Inde. Et d'ailleurs, le taux de chômage est encore très élevé. On est à peu près à 27% de chômage d'après les chiffres officiels. Et donc le taux de pauvreté est encore très fort. On a encore une Afrique du Sud qui est certes émergente, mais
qui connaît des difficultés. Et ce qui a poussé, par exemple, Philippe Gervais-Lamboni à s'interroger sur ce statut. Après avoir dit que l'Afrique du Sud était un pays post-apartheid, eh bien, il a émis l'hypothèse que l'Afrique du Sud pouvait peut-être être un pays post-émergence. C'est une question qu'on peut toujours se poser, qu'on peut vraiment se poser aujourd'hui au vu des chiffres économiques et puis au vu aussi des problèmes sociaux, puisque l'Afrique du Sud ne parvient pas, pour l'instant, à dépasser ces inégalités qui la marquent depuis maintenant bien longtemps. Alors j'aimerais maintenant, Pierre, qu'on évoque un point essentiel pour cette région d'Afrique australe, c'est la question du tourisme, un tourisme qui commence véritablement à apparaître comme un fait essentiel. On commence à avoir des publicités en France sur le tourisme en Afrique du Sud, notamment on va le voir, le tourisme de safari, mais il n'y a pas que l'Afrique du Sud, notamment la Namibie. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mode de développement basé sur le tourisme ? Alors, le tourisme, évidemment, c'est une ressource, c'est un secteur qui semble assez porteur pour les acteurs locaux, puisque c'est une façon de faire rentrer des devises étrangères. Alors, le tourisme en Afrique, de façon générale, il est encore relativement peu développé, puisque c'est à peu près 70 millions de touristes internationaux par an qui viennent en Afrique, de façon générale, avec quand même gros poids de l'Afrique du Nord. L'Afrique australe se distingue comme le deuxième pôle touristique d'Afrique, on pourrait dire, en quelque sorte. Alors l'Afrique du Sud est le poids lourd de nouveau, puisqu'on compte un peu plus de 10 millions touristes étrangers en 2018, et le secteur touristique pèse pour 10% du PIB sud-africain. Donc voilà, donc ça c'est certain que l'Afrique du Sud elle se distingue, notamment dans le domaine du safari, on vient de le dire, avec notamment ce parc Kruger qui est très célèbre, qui est vraiment un énorme parc, puis c'est un parc national qui fait la taille de la Suisse à peu près. Donc c'est vraiment très grand. Et donc voilà, un touriste de safari qui est à la fois bien sûr des safaris qui sont réalisés par des touristes occidentaux, mais aussi par des touristes sud-africains ou d'Afrique australe de façon générale, puisqu'on observe aussi, et c'est ce qui permet une sorte d'entraînement dans les pays voisins en Afrique australe, eh bien on a aussi pas mal de touristes africains qui voyagent dans les pays alentours, et notamment par exemple le Mozambique connaît actuellement un petit essor du tourisme, le Mozambique ayant quand même pas mal d'aménités, pas mal d'atouts, notamment un climat tropical, des plages de sable blanc qui bordent l'océan Indien. Et donc voilà, le tourisme apparaît un peu comme un vecteur de développement pour les autorités au Mozambique, parce que eh bien, ce serait une façon un petit peu de créer un secteur d'activité, alors que ce pays est vraiment extrêmement pauvre. C'est un des PMA les plus pauvres au monde, avec un IDH de 0,33 en 2018. Donc c'est-à-dire le troisième IDH le plus faible au monde. Donc c'est un effet d'entraînement. La Namibie aussi connaît effectivement un tourisme de safari. Alors un tourisme de safari qui est peut-être un peu plus restreint, qui est souvent réservé à une élite, parce que les voyages en Namibie sont extrêmement chers, nécessitent souvent un passage par Johannesburg pour pouvoir revenir, pour aller en Namibie après, et donc voilà, un tourisme de safari qui est peut-être plus élitiste, avec malheureusement encore en Namibie des parties de chasse aussi qui sont malheureusement tolérées dans ce pays qui a de très faibles revenus et qui est à peu près à tout pour pouvoir récupérer des ressources. Alors oui, ça c'est quelque chose de très important, ce côté pour développer un pays du tourisme. Alors vous avez donné comme chiffre plus de 70 millions d'étrangers qui viennent en Afrique. Alors si on peut comparer par exemple à la France c'est 83 millions, là on est quand même à moins, et l'Afrique du Sud ce n'est que 10 millions entre guillemets, donc on est encore dans une phase de développement. Oui, absolument, une phase de développement. Alors, en Afrique du Sud, je dirais un développement qui se fait en plusieurs temps, parce qu'on a bien sûr une population qui nous vient donc des grands pôles émetteurs de touristes, donc soit l'Amérique du Nord, l'Europe, un peu moins l'Asie, mais enfin quoique de plus en plus. Et puis aussi un tourisme des pays voisins qui viennent en Afrique du Sud, notamment on peut le voir au moment de Noël, un pic avec des voisins qui viennent faire leurs courses en Afrique du Sud, profiter de tous les malls qui sont si importants aux yeux des Sud-Africains, et donc voilà. Et puis c'est vrai qu'en Afrique du Sud on a aussi quand même une
une image qui est en train de se créer. On parlait de la publicité tout à l'heure. C'est vrai que l'Afrique du Sud mise sur cette image d'un pays avec des ressources, des aménités incroyables. Donc bien sûr, ces safaris, mais aussi, on peut pas oublier la côte, et notamment la ville du Cap, qui est quand même célèbre. Avec ses très belles plages, ses spots de surf, ses pingouins aussi, qui sont là toute l'année. Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui font que l'Afrique du Sud peut se développer. Enfin, en tout cas, quelques régions d'Afrique du Sud peuvent se développer, mais malgré tout, ça reste un développement encore timide, mais qui est lié aussi, ce développement timide, il est lié à plusieurs choses. Et la première, c'est l'insécurité. Les touristes continuent d'avoir peur de l'Afrique du Sud, puisque c'est réputé comme un pays extrêmement violent et dangereux. Alors, vous évoquiez à l'instant en disant que quelques régions de l'Afrique du Sud avaient des potentiels, et c'est vrai. Alors, j'aimerais maintenant qu'on évoque les inégalités qu'il y a à différentes échelles dans cette Afrique australe. Oui. Alors, les inégalités, de façon générale, on va revenir encore sur l'Afrique du Sud pour dire que c'est quand même le poids lourd de la région. Donc, c'est un peu l'inégalité principale en Afrique australe, c'est quand même ce poids écrasant de l'Afrique du Sud. Voilà, un pays qui représenterait à peu près 60% du PIB de l'Afrique australe, qui d'ailleurs ce poids écrasant, il s'observe aussi par les flux migratoires, puisque on a énormément de migrants qui viennent en Afrique du Sud, ils viennent chercher du travail, notamment en provenance du Zimbabwe, du Botswana ou encore du Mozambique. Donc beaucoup de migrants. Ces migrants, en fait, c'est une migration ancienne. Ces flux migratoires, ils sont anciens puisque dès le 19e siècle, on avait des migrants qui étaient appelés pour notamment exploiter les mines. Donc c'est certain que aujourd'hui, le processus continue d'arriver avec d'ailleurs malheureusement la xénophobie aussi qui est liée à ça. L'Afrique du Sud connaissant des crises régulières, souvent les migrants sont un petit peu pointés du doigt par les Sud-Africains en disant qu'ils viennent prendre le travail, et déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est malheureusement la dure réalité des choses. En tout cas, l'Afrique du Sud, aujourd'hui, elle polarise la plupart des IDE dans la région. Donc c'est certain que ça, c'est aussi pareil, tout est au profit de l'Afrique du Sud et pas au profit des autres. Malgré tout, ce qu'il faut noter, c'est quand même que l'Afrique du Sud, elle est aussi marquée par des inégalités extrêmement fortes. Donc, comme je le disais, avec ces écarts entre les régions, alors pour le tourisme, mais pas que. Et donc, on a un indice de Gini qui est très élevé, de 0,62. Donc, c'est le plus important du monde, avec un taux de pauvreté donc de 40%. Donc, c'est aussi très fort. Et c'est bien sûr, ces inégalités, elles sont héritées de l'apartheid, avec des régions qui ont été mises en valeur et d'autres non. Et on peut le voir dans les villes, par exemple, avec ces townships un petit peu emblématiques qui sont peuplés par les populations noires. Même si à Soweto, désormais, on voit une classe moyenne noire qui émerge dans Soweto, mais malgré tout, et puis dans les campagnes, ces fameux bantoustans, qui étaient vraiment ces régions entières créées du temps de l'apartheid pour donc accueillir les populations noires. Et les populations noires devaient s'y cantonner. Et donc ces bantoustans, on les retrouvait en Afrique du Sud, notamment dans le nord, la fameuse ancienne région du Transvaal, donc région néerlandaise, et puis dans l'est, l'actuelle KwaZulu-Natal, donc dans la partie qui longe l'océan Indien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce qui est intéressant de l'Afrique du Sud. À la fois écrase le reste des pays de l'Afrique australe, mais fait aussi face, bien sûr, à de fortes inégalités. Alors justement, ces inégalités socio-spatiales que vous avez évoquées pour l'Afrique du Sud, on les retrouve dans les autres pays de l'Afrique australe. Oui, absolument. J'en parlais, il y a des pays qui sont extrêmement pauvres, comme le Malawi, le Mozambique et même le Zimbabwe, qui malheureusement, on en a parlé déjà, présentait un certain nombre d'espoirs, mais en fait, ces espoirs ont été relativement réduits à néant à cause de la politique de Mugabe. Donc on a en fait dans ces pays, le Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe, des économies agricoles qui sont très très peu modernisées. Il n'y a pas eu de révolution verte en Afrique australe et donc le problème c'est qu'on a une agriculture qui est peu mécanisée, peu modernisée, peu productive. Et le souci c'est que ça peut aboutir à des situations d'insécurité alimentaire avec des périodes, notamment dans les périodes de sécheresse, où en fait ces pays n'arrivent pas à fournir la nourriture à leur population. Et donc là encore, on voit les inégalités. On peut aussi voir ces inégalités dans les pays d'Afrique australe avec
avec notamment les épidémies et notamment le VIH, qui est très 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 présent dans certaines régions. Par exemple, le Lesotho connaît un très fort taux de prévalence au VIH. 23% de la population est concernée par le VIH. Le Botswana aussi connaît un très fort taux de prévalence. L'Afrique du Sud aussi, cela dit, et avec le problème de l'accès aux médicaments, aux rétroviraux, qui est très difficile dans certains pays. L'Afrique du Sud, pour ça, se singularise un petit peu, puisque après avoir connu une très forte diminution de son espérance de vie dans les années 2000 à cause de cette épidémie de VIH, aujourd'hui, l'espérance de vie est remontée, à peu près 62 ans espérance de vie, parce que depuis les années 2010, le gouvernement sud-africain a essayé de donner accès aux rétroviraux, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Alors, j'aimerais maintenant, pour terminer cet entretien, Pierre, que l'on revienne sur quelque chose qui m'avait marqué dans le podcast Histoire en série que vous aviez enregistré avec Johan Chanoir sur la série sud-africaine, justement, Generations. C'est l'idée qu'on est en Afrique du Sud et dans l'Afrique australe de façon générale face à des métropoles qui sont de plus en plus fragmentées. Oui, alors... Moi, je dirais déjà que finalement, l'Afrique australe, s'il y a une Afrique des métropoles, c'est l'Afrique australe, entre guillemets, on serait l'Afrique du Sud, parce que la métropole mondiale qu'on peut retrouver en Afrique australe, c'est Johannesburg, et peut-être aussi le Cap. Alors pas une métropole mondiale, mais en tout cas, c'est une métropole aussi par bien d'autres aspects. Ce sont des villes, que ce soit le Cap ou Johannesburg, qui ont été quand même vraiment beaucoup traitées dans la littérature, en géographie en France, notamment on a plusieurs chercheurs qui travaillent sur ces deux villes, et c'est vrai qu'on a deux villes qui sont extrêmement fragmentées. Alors on a souvent un peu cette image toujours des bidonvilles, etc. Alors en Afrique du Sud, c'est pas aussi simple que ça, parce que on a une fragmentation avec des quartiers résidentiels extrêmement riches, avec des maisons qui sont donc un petit peu sous le modèle de la gated community, qui sont encerclés par des barrières électriques, qui sont là pour donc assurer la sécurité des habitants. Et puis donc ça, c'est ce qu'on retrouve à Johannesburg, par exemple, dans les quartiers nord de la ville. Alors que tous ces quartiers nord, ils font face aussi à l'opposé, à ces townships, donc ces quartiers qui étaient réservés aux Noirs du temps de l'apartheid. Alors, par exemple, Soweto, faut pas voir ça comme un quartier que de bidonville. C'est un quartier avec des maisons qui sont des petites maisons, mais des maisons en dur toutefois, qui sont désormais la propriété des populations noires la plupart du temps, avec de plus en plus des ajouts de bidonvilles autour, en fait, qui sont ces bidonvilles, qui sont ces nouveaux logements créés notamment par les migrants qui viennent s'installer dans les villes sud-africaines pour essayer d'y trouver du travail. On a exactement la même chose au Cap, on a exactement le même principe avec donc cette immense township bidonville, d'ailleurs qui ressemble plus à un bidonville sur le plan de la forme par rapport à Soweto, sur le long de la plage, donc à l'est du Cap, on a donc un immense bidonville, alors que pas très loin à côté, on a des lotissements avec des maisons très belles, avec des piscines, etc. Et tout ça fait face aussi à un autre type de quartier qu'on retrouve dans les métropoles sud-africaines, c'est Central Business District, où on a donc des bâtiments verticaux, de verre et d'acier, avec quand même des variations, parce que par exemple à Johannesburg, on en a deux, des quartiers comme ça réellement. On a l'ancien quartier, le CBD ancien, donc le centre si on veut, qui a été pendant longtemps réservé aux Blancs, pendant l'apartheid, et qui aujourd'hui est africanisé, si on reprend les termes de Philippe Gervais-Lamboni, donc un quartier qui est peuplé et fréquenté par quasiment uniquement des populations noires, mais des blancs qui viennent travailler dans les tours dans la journée, mais qui en fait ont peur, parce que ce sont des quartiers relativement marqués par l'insécurité. Et puis à Johannesburg, aussi un quartier au nord, Sandton, qui lui est très récent et qui est marqué aussi par un immense mall, donc grands centres commerciaux avec la bourse de Johannesburg qui est située à Sandton. Donc voilà, avec toutes les populations aisées qui habitent et qui vivent autour de ce centre, de ce nouveau centre. Donc on a vraiment aussi des poches de richesse au-delà des banlieues résidentielles. On a aussi donc ces
ces quartiers d'affaires qu'on retrouve aussi au Cap, au centre du Cap, on a un quartier d'affaires qui n'est pas pour autant, qui lui aussi est marqué par l'insécurité, mais quand même un lieu de richesse très fort. Donc voilà, des écarts, mais d'un autre côté aussi des villes africaines. Quand on s'y promène, on peut se poser la question, sont-elles vraiment africaines, puisque elles ressemblent beaucoup à des villes de pays riches en fait, de pays développés clairement, où on se déplace, on vit relativement de façon standardisée comme on pourrait vivre en Amérique du Nord ou en Europe. Oui, Pierre, tout à fait. Pour ceux qui veulent d'ailleurs approfondir un petit peu, comme je disais tout à l'heure, cette question des métropoles sud-africaines, je renvoie à votre émission sur Histoire en série, où à travers la série Generations, vous faisiez une analyse très complète de la ville de Johannesburg. Et c'est vrai que ça peut là aussi apporter des exemples concrets de cette, mondialisation des façons de vivre, surtout, vous l'avez dit, de cette classe moyenne noire qui a tendance à, entre guillemets, s'occidentaliser. Donc, je rappelle que vous avez donné une bibliographie qui est disponible sur le site aphg.fr et que dans la deuxième partie de l'émission, vous allez proposer un dossier, thématique pour les collègues qui va permettre d'aborder plus précisément certains points à analyser avec les élèves sur l'Afrique australe. Merci Pierre. Merci à vous. Retrouvez-le sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.aphg.fr.